Salut, moi c'est Rose. Vous écoutez un épisode de Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Aujourd'hui, je reçois Caroline Dubois. Caroline a fondé et dirige le refuge Groin-Groin, qui accueille des animaux dits de ferme, c'est-à-dire des animaux qui sont élevés et tués pour la consommation humaine. Groin-Groin a secouru plus de 2000 animaux d'élevage exploités pour leur chair, leurs œufs, leur lait, depuis sa création en 2005. Cette expérience hors norme a totalement transformé la vie de Caroline et son regard sur les autres animaux. Comme pour l'épisode précédent, l'échange a été très riche, je l'ai donc scindé en 2 parties. Dans cette première partie, je vais lui demander de me raconter ce qui l'a amené à créer ce lieu si particulier, où les animaux vivent paisiblement sans que rien ne leur soit demandé en retour. Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti. Bonjour Caroline. Bonjour Rose. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Caroline Dubois, j'ai 50 ans et je m'occupe d'un refuge pour animaux de ferme qui s'appelle Groin-Groin depuis 2005, qui est situé en Sarthe. Et on s'occupe de un petit peu plus de 100 animaux actuellement au refuge. Donc ce sont des animaux de ferme, c'est ça ? C'est ça, c'est des animaux qui étaient dans les filières de l'élevage ou de l'abattoir, des transports, enfin des animaux qui étaient destinés à la consommation humaine en fait. Et nous, on leur offre une vie en paix, loin justement de l'exploitation, une vie pour eux et rien que pour eux, sans aucun but qui serait au bénéfice des humains. On s'en occupe un petit peu pour faire un lien, comme si on était un refuge pour chevaux retraités, par exemple. Donc, quand les chevaux ne travaillent plus, les gens les mettent à la retraite et on s'occupe d'eux juste pour qu'ils soient bien et qu'ils profitent de la vie. C'est exactement ce qu'on fait avec les animaux de ferme et c'est vrai que ça peut susciter des questions. En tout cas, c'est pas commun. Par contre, c'est pas que des vieux animaux. Vous avez des animaux plus jeunes ? Oui, on a tous les âges des animaux. En fait, faut savoir que les animaux qui sont consommés, qui sont destinés aux abattoirs, le sont très jeunes. Donc, par exemple, les poules, elles peuvent partir, les poulets de chair, ils peuvent partir à 35 jours à l'abattoir. Voilà, donc nous, on peut les récupérer bébés parce qu'ils tombent des camions. C'est une des façons par lesquelles ils peuvent arriver au refuge. Donc, c'est les problèmes de transport. Ils peuvent aussi, des fois, s'échapper des élevages au moment où ils sont ramassés pour être mis dans les camions. Donc, voilà. Et ce sont souvent des particuliers qui voient un animal de ferme divagant, soit sur la route, soit autrement, qui nous contactent pour savoir si on peut récupérer l'animal en question. Et donc, on peut vraiment avoir tous les âges possibles, quoi, de bébé à assez vieux. D'accord. Et alors, vieux, ça peut... Par exemple, une poule que vous avez récupérée qui était assez jeune. Dans tous les cas, elle était forcément assez jeune si elle était encore dans le circuit oui, de toute façon, l'élevage. Oui. On peut aussi intervenir sur des saisies. Si les gendarmes font une enquête et qu'il y a maltraitance et que les services du département, enfin les services de préfecture veulent retirer les animaux ou placer les animaux, là, on peut avoir du coup des poules ou des dindons qui sont un petit peu plus âgés. Souvent, c'est des endroits où il y a de la négligence, donc ils laissent vivre comme ça les animaux et nous, on peut les récupérer après. D'accord, ok. Donc là, ce serait plutôt des particuliers en général. Ouais. C'est plutôt des particuliers. On a aussi des éleveurs ou des employés d'élevage qui vont s'attacher à un animal en particulier parce qu'il y a eu une histoire particulière, type des soins à faire, ou parce que bébé, il fallait aider le bébé à survivre pour pouvoir l'exploiter après. Mais du coup, la personne a tissé des liens avec cet individu-là et ne peut pas envisager de l'emmener, d'aller au bout et de l'emmener au cycle, de le faire abattre, quoi. Et donc, cherche une solution pour un endroit pour offrir une deuxième vie à cet animal. Donc, on intervient aussi dans ce genre de cas. Et très exceptionnellement, on a même des éleveurs qui arrêtent l'élevage et qui deviennent véganes et qui veulent sauver un animal avec lequel ils ont commencé l'élevage. Et donc, ça, c'est le cas de l'ancien éleveur de Eston, qui est un cochon middleweight d'une dizaine d'années maintenant, qu'on a récupéré au refuge. Il devait avoir 3 ans. C'est aussi une des possibilités.
voilà, ou des animaux qui développent des maladies qui ne peuvent pas être soignées en élevage, parce que les élevages sont des endroits fermés, où ça regorge de bactéries. Et donc, dès qu'il y a une petite blessure qui serait rien du tout en temps normal, elle va s'infecter, se surinfecter en élevage et on ne peut pas les sauver. Et donc, par exemple, on a une porchère qui nous a confié une truie qui était aveugle avec une infection aux yeux carabinés. Donc, on a essayé de faire soigner cette infection. On n'a pas réussi. Le veto, c'était trop tard. Les antibiotiques n'étaient pas assez puissants, ça ne marchait pas. Donc, en fait, on l'a fait énucléer par le vétérinaire. Et depuis, elle vit au refuge, voilà, comme si de rien n'était. Et ça fait des années maintenant que Nala brode, joue, fait des siestes. Alors, elle a plus ses yeux, mais elle a une super vie avec tous ses potes. Oui, en fait, c'est presque pas un handicap pour elle, dans le sens où elle s'est très bien faite au lieu. Oui, tout à fait. Puis les cochons ont un odorat extrêmement puissant, donc perdre la vue et pas si on les change pas d'environnement tous les 3 jours, perdre la vue, en fait, c'est pas tellement un handicap pour eux parce que très rapidement ils se font d'autres repères et si on sait pas que Nala n'a plus d'œil, en fait, personne peut le deviner. Quand les gens viennent visiter le refuge, si on le dit pas, les gens ne peuvent pas imaginer qu'elle voit pas, en fait. Alors, comment est venue cette idée de faire un refuge pour animaux? Parce que ça fait déjà un petit moment qu'il existe. D'où est-ce que c'est venu? Est-ce que c'était... Donc, ça s'appelle Groin-Groin. Donc, c'est beaucoup de cochons. C'est parti des cochons. C'est ça. En fait, l'idée de départ n'est pas du tout là où on en est maintenant. Tout ça n'est qu'un hasard, en fait. J'ai commencé personnellement à m'occuper de cochons pour des mauvaises raisons, parce que j'avais visité un château où il y avait une dame qui apprenait dans un enclos devant le château un cochon à répondre à son nom et à s'asseoir. Et je me suis dit, la dame est dingue, ce qui me fait rire maintenant, parce que forcément... Voilà, donc je me suis renseignée, elle m'a expliqué qu'elle a vécu aux États-Unis pendant 10 ans avec un cochon de compagnie dans une maison. Et voilà, et moi j'étais comme tous les gens qui disent qu'ils sont des gens animaux, quoi. Donc j'avais des chiens, des chats, je montais à cheval. Je m'étais jamais posé une question sur mon rapport aux animaux. Pour moi, c'était normal de monter à cheval, normal de manger de la viande. Enfin, j'étais vraiment dans un schéma classique. Et j'ai dit, ce serait drôle d'avoir un cochon. Et puis, si jamais je m'en sors pas parce que c'est compliqué d'éduquer un cochon chez soi, c'est pas grave, j'ai un jardin, elle vivra dans le jardin sa vie de cochon, quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher, à l'époque, il n'y avait pas Internet, à trouver un éleveur, donc voilà, pardon, oui. Oui, forcément, pour trouver, donc du coup, Rosalie, que j'ai été acheter un matin, après avoir fait beaucoup de recherches pour la trouver. Alors, comment ça s'est passé? C'est un éleveur de cochons de compagnie? Ouais, c'était un éleveur de cochons vietnamien. Je me souviens même pas comment je suis tombée dessus. Voilà. Par contre, c'était sordide quand je suis arrivée là-bas. Les conditions d'hygiène étaient désastreuses. Enfin, vraiment, c'était... D'accord. Voilà. Ça, vous vous en êtes rendu compte Ah oui, parce que malgré tout, même si j'exploitais les animaux, moi, je les avais toujours bien traités dans l'exploitation. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais... Voilà, j'ai toujours bien nettoyé les box de mes chevaux, j'ai toujours fait attention à ce qu'ils mangeaient, la nutrition, s'occuper d'un chien ou d'un chat, je faisais tout comme il fallait, enfin voilà. Mais ça ne m'empêchait pas d'aller sur le versant exploitation si ça m'arrangeait. Enfin, Bien voilà. sûr. Et donc du coup, Rosalie est arrivée à la maison, et puis Rosalie a joué sur le tapis du salon. Et moi, j'ai arrêté de manger du jambon parce que j'arrivais plus à faire... Enfin, c'était totalement incohérent, quoi. Le cochon qui était là comme mon chien et moi qui mangeais du jambon. Voilà, donc j'ai arrêté en 1 mois, disons, 1 mois et demi, je pense que j'ai arrêté. Et ce qui est assez drôle, c'est que pendant la transition, je me souviens donc balader Rosalie en laisse, parce qu'il faut leur apprendre à marcher en harnais à la laisse pour pouvoir les emmener chez le vétérinaire. Il faut les apprendre petits à faire ça pour être un peu indépendants et pouvoir les emmener un peu partout. Et je me souviens aller chercher mon jambon sur la place du marché. Enfin, c'est un tout petit marché dans un tout petit village, mais enfin quand même. Et de ramener donc Rosalie en laisse au pied du camion de charcuterie. Ça me posait pas de problème. Et en fait, j'ai commencé à voir qu'il y avait un problème dans les yeux de la charcutière parce qu'elle était elle était pas à l'aise, quoi. Donc, elle comprenait pas le concept. Enfin, elle comprenait pas qu'on pouvait tisser des liens avec un cochon. Et puis, je suis peut-être allée 2 fois à la charcuterie et puis ensuite plus du tout, quoi. J'ai arrêté la viande très rapidement. Ah oui, c'est étonnant que en fait ça ait plus gêné la personne qui vendait la viande que
que vous-même qui étiez... Ouais. Ça lui a ça fait me gênait comme elle. Moi, dans l'autre sens, ça me dérangeait pas de manger mon jambon alors que j'avais Rosalie en laisse. Hein. Oui. Du coup, je veux dire, toutes les deux, on était dans nos propres incohérences de façon égale, quoi. Mais pas les mêmes, mais de façon simultanée. Et donc, c'est comme ça qu'à l'approche, au contact de Rosalie, que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui se passait Bah oui, en fait, j'avais mon chien, je mangeais pas mon chien, je montais à cheval, je mangeais pas de cheval, j'avais un cochon, je mangeais plus de cochon. Donc, j'ai commencé comme ça, j'ai arrêté le cochon. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais... le cochon, ok, mais enfin, si t'es cohérent, si j'avais une vache dans mon jardin, finalement, je mangerais pas la vache. Donc, en fait, c'est comme ça. Et après, c'est passé un truc, mais je pense que pas mal de gens qui deviennent végés ou véganes vont comprendre. Les autres, peut-être moins, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais c'est qu'au même moment... C'était avec les oiseaux que ça m'a fait ça, surtout avec les oiseaux. Je pouvais encore regarder les étals de charcuterie ou de boucherie sans que ça me dégoûte. En revanche, si je voyais des poulets ou des canards, enfin des oiseaux morts, dans les étals des charcutiers ou des bouchers, je voyais le cadavre. Je ne voyais plus le futur poulet rôti, je voyais l'animal mort avec ses os, sa chair et ses ligaments. Ce qui est complètement dingue, puisque 2 semaines avant, je croquais dedans. Et donc, ça m'a fait ça. Après, j'ai eu plus de mal, pareil, à regarder les morceaux de viande. Je pense que c'était aussi le fait que l'animal soit entier qui me donnait ce sentiment, parce que je voyais vraiment l'animal dans sa globalité. Un steak, on voit un morceau de muscle, mais on n'a pas l'animal en entier. Donc, et puis même des fois, il laisse la tête sur les étals. Enfin, ça arrive qu'il y ait encore la tête. Oui, c'est ça. Oui, mais voilà. Et là, ça peut se comprendre, voilà. Et donc après, j'ai mis 1 an avant d'arrêter le poisson, je pense, ou peut-être quelques mois avant d'arrêter le poisson. C'est un peu flou. Hein. J'avais 30, c'était il y a 20 ans. Hein, donc, et pareil, le poisson, j'ai arrêté parce que c'était pareil. Je voyais plus le poisson appétissant sur l'étal du poissonnier. Je voyais le poisson mort en train de se décomposer sur de la glace. Et donc, j'ai arrêté. Et ensuite, on a un petit gap spatio-temporel de quelques années avant que je devienne végane, où j'arrête du coup le lait, les œufs et le miel, enfin, tous les produits animaux. Qui ne sont pas directement la chair de l'individu. Ouais, mais c'était bien de l'hypocrisie de ma part, parce qu'en fait, j'avais toutes les infos, m'étant renseignée sur le sujet, donc j'avais toutes les infos. J'ai pas découvert qu'on arrachait les veaux à leurs vaches, mais malgré le fait de le savoir, je continuais de boire du lait en justifiant le truc, en disant que j'en faisais déjà bien assez avec ce que je faisais pour les animaux, enfin des justifications juste qui me permettent de continuer de manger mes yaourts que j'aimais tant, quoi. Oui, donc il a fallu une période, en fait, finalement. Longue. Je crois que c'était plus de 10 ans. Hein. J'ai mis 10 ans à passer de végétarien à végane, quoi. Donc, voilà. Et est-ce que vous vous souvenez du déclic ? Parce que j'imagine qu'il y a un déclic. Ouais, en fait, c'était pas un déclic. En fait, c'est de la fainéantise. Enfin, c'est pas de la fainéantise, mais c'est la vie. C'est que mon frigidaire était vide et que j'avais pas le temps d'aller faire des courses. Okay. Et en fait, j'avais pu... Alors, je mangeais quand même du lait de soja, des yaourts au soja, j'en avais dans le frigo, mais j'avais d'autres choses. Et en fait, j'avais plus rien dans mon frigo et j'ai réussi à tenir une journée sans yaourt et sans fromage, et 2 jours et 3 jours, et vraiment, je pouvais pas aller au supermarché. Et puis, au bout du 4e, j'ai dit, tiens, ça fait 4 jours, je survis. Allez, on va tenter un 5e jour, et puis un 6e. Et puis, j'ai attendu 1 mois avant d'annoncer à tout le monde que, ça y est, j'avais fait la bascule, en fait. OK. Voilà. Mais c'était pas... Enfin, si, je pense que ça a mûri avec toutes ces années, mais c'était pas un déclic moral du jour au lendemain où je me suis dit, consciemment, c'est moi qui décide d'arrêter, quoi. C'est les circonstances qui ont fait que j'ai vu que j'arrivais à tenir. D'accord. Ouais, mais c'est un super moyen, parce que, en fait... Oui. C'est pas prévu, du coup il y a peut-être pas de pression. C'est ça. Pas de culpabilité, pas de pression. Ouais. Et du coup on voit que finalement c'est pas si difficile. Enfin, en tout cas dans votre cas ça n'a pas été si difficile que ça. Non, puis même plus facile parce qu'en fait quand j'ai arrêté, c'était donc 10 ans ou 12 ans après d'être passée végétarienne, et en 10 ans de temps, il y a plein de substituts de lait, de yaourt, alors maintenant, vegan, c'est facile. On trouve au supermarché, dans des magasins, enfin facile. Pardon pour tous ceux qui n'arrivent pas à faire la transition. Mais disons que c'est beaucoup plus facile qu'avant, parce qu'on peut trouver des substituts au départ quand on n'a pas d'idée. On peut vraiment jouer avec des substituts, et puis après, on apprend à cuisiner autrement. Et dans mon cas, même les gens qui ne cuisinent pas peuvent devenir vegan, puisque je ne cuisine quasiment, mal, quoi.
pas. Et ça n'a pas été un sujet, en fait. C'est faisable. C'est juste des habitudes. En fait, c'est pas plus compliqué que si vous partez vivre à l'étranger. Si on part au Japon, c'est pas du tout la même nourriture. Au début, on sait pas du tout quoi manger. Et puis, on apprend. Et puis, on se défait de nos habitudes parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, voilà, quoi. Voilà. Il n'y a pas de manque, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes devenue végane, vous aviez déjà le refuge. Parce qu'on était là. Donc, Rosalie a été la première arrivée dans ma vie. Voilà, c'est ça. Très rapidement, une deuxième truie est arrivée parce que je me suis renseignée sur... j'avais aucune connaissance des cochons, que ce soit en nutrition, en soins ou en comportement, rien. Donc, il a fallu que je me renseigne. En me renseignant un peu, il y avait que des infos en anglais. Donc, j'ai commencé à les puiser dans la littérature américaine qui avait plus d'infos à ce sujet-là. Il y avait des refuges aux États-Unis pour les cochons nains. Enfin, il y avait quand même des séminaires. Donc, j'étais faire des séminaires. J'avais trouvé une veto qui avait voulu bien soigner Rosalie. Donc, on est partis ensemble à un séminaire où elle a suivi la section veto et moi la section particulier qui est un cochon. Et donc, pour la petite histoire, la veto est devenue la présidente de l'ASSO par la suite. Enfin, elle est toujours d'ailleurs. Et donc, j'ai pris un deuxième cochon parce qu'en partageant cette connaissance, j'ai lié des liens avec des gens qui avaient des cochons. Et bien souvent, les gens qui ont des cochons finissent par les abandonner pour plein de raisons compliquées. Et donc, ils me demandaient si je connaissais pas des gens qui seraient intéressés pour récupérer les cochons qu'ils voulaient placer. Et donc, je faisais le lien entre les gens. Et donc, une truie qui avait été vraiment mal éduquée au départ et qui était très agressive, j'avais personne pour elle. Et je dis, je vais la prendre avec... ça fera un deuxième cochon pour Rosalie. Comme ça, elles auront une vie sociale, quoi. Enfin... Parce que c'est important pour les cochons d'avoir... C'est vital. C'est comme pour les chevaux. Laisse pas vivre un cheval tout seul. En fait, il faut un deuxième équidé, au minimum, quoi. Et puis, après, je travaillais, j'avais un job normal, un truc classique, quoi. Une maison classique en région parisienne. Avec les cochons dedans? Oui, mais j'avais quand même 700 mètres carrés de jardin. Donc, ça allait bien. J'étais quand même à la campagne à Paris. Je m'étais toujours dit que travailler 7 heures par jour dans un bureau, à faire un truc alimentaire, ça ne sera pas possible pendant 40 ans. Ça a toujours été... voilà. Mais je n'avais pas l'idée de quoi, comment ou quoi. Et là, je me suis dit, visiblement, tu as un intérêt pour les animaux. J'avais une petite expérience professionnelle que je pouvais mettre à profit d'une autre asso, d'une asso ou de quelqu'un qui bosse avec les animaux. Et j'ai dit, je vais chercher là-dedans. Et j'ai trouvé une place dans une association de protection animale. Donc, j'ai déménagé avec tout le monde, le chien, le chat, les cochons, voilà. Et puis, je suis restée peut-être 2 ans dans cet endroit. Et en même temps, je continuais de monter c'était pas le refuge, mais c'était une association qui enfermait les gens, qui luttait contre les abandons, qui faisait de la sensibilisation sur les cochons. Et puis, on avait de plus en plus de demandes pour des déplacements de cochons et pas assez de demandes d'adoptants, quoi. Pas d'adoptants sérieux, en fait. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais il faudrait un endroit pour faire une zone tampon entre les cochons qui n'ont plus de solution et les gens qui veulent les adopter. Et donc, j'ai dit, il faut un refuge. Et donc, je me suis dit, bon, OK. Donc, j'ai vendu la maison à Paris et j'ai cherché un endroit pour s'installer et mettre les cochons, faire un refuge pour cochons, quoi. D'accord. C'est comme ça, c'est petit à petit, en voyant le besoin, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment... et tout s'est fait très progressivement, quoi. Et mon évolution perso et le refuge. Et puis après, une fois que le refuge s'est mis en place pour les cochons nains, on a pris des cochons de ferme, où du coup, évidemment, pas de différence, à part la taille, je veux dire, entre cochons de ferme et cochons nains. C'est quand même une grosse différence, la taille. Ouais, une petite. Donc voilà. Et puis après, après, les autres sont arrivés, quoi. Poules, dindons, chèvres, vaches, les chevaux, puisque j'étais là-dedans. Je viens de là. Et donc, ça m'avait quand même donné une vraie connaissance des animaux. Des gros animaux. Donc, j'ai gagné du temps là-dessus parce que cette partie-là, je la maîtrisais. Donc, alors pas comme un vétérinaire, bien sûr, mais comme quelqu'un qui sait s'occuper de chevaux, qui sait faire des premiers soins, voilà. Oui, parce qu'au début, vous étiez toute seule pour vous occuper de... Il y avait combien d'animaux? Ça s'est fait progressivement, mais quand il a commencé à avoir plus de cochons, vous étiez quand même toute seule à vous en occuper Ah oui, parce qu'au début, c'était pas... on n'avait pas de moyens, pas de bénévoles. Moi, j'habite à la Croix-Grand, il est dans un endroit où c'est un village, quoi. C'est la campagne. Ah oui, c'est vraiment... Il n'y a pas de train, faut une voiture, vraiment. Donc, en fait, on n'avait pas beaucoup de bénévoles. Donc, j'ai fait pas mal de trucs toute seule. Puis après,
Enfin, tout s'est fait au fur et à mesure. Et puis, ça a grossi. Des bénévoles sont arrivés. On a fait des stands à Paris sur des villages associatifs pour se faire connaître. Donc, il y a des gens qui nous ont soutenus. Et on a fait grossir le refuge, en fait, en fonction des ressources humaines, enfin, des bras et des finances qu'on avait. Et voilà. Et la clé du truc, ça a toujours été de ne pas prendre plus d'animaux que ce qu'on avait comme moyen. Donc humain, financier et puis de surface aussi pour bien s'en occuper. Oui, ça c'est hyper important, c'est-à-dire que c'est une des clés de la façon dont fonctionne ce refuge et pourquoi il fonctionne aussi bien, c'est parce que il n'y a pas débordement, on va dire, de population d'animaux, quoi. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est vraiment la clé et c'est un des trucs les plus durs. Alors moi, j'ai un caractère qui fait que ça va, je peux dire non, mais c'est un des trucs, parce qu'en général, les gens, quand ils montent des refuges et qu'ils ont un truc avec les animaux, c'est en général des personnes hypersensibles, voilà, et refuser un animal, on a des demandes tous les jours, hein, donc refuser un animal, c'est l'envoyer à la mort, on le sait, hein, donc on est tous conscients de ça. Bien sûr. Mais en fait, si le refuge, il a pour but, comme nous... de soigner les animaux, les habitants et les habitantes qui sont au refuge correctement et leur offrir vraiment une vie paisible. Il faut qu'on le fasse jusqu'au bout. Cette mission, c'est une responsabilité, quoi. C'est un être vivant, enfin un être sentient. Vous pouvez pas juste dire tiens, ça va aller pour 3 mois, puis après on verra bien. Non, c'est 15 ans, 20 ans, ça dépend des espèces, mais c'est quand même des longues espérances de vie. Petit aparté pour vous expliquer ce qu'est la sentience, car c'est une notion subtile mais essentielle. La sentience, c'est la capacité pour un être vivant à ressentir des émotions. La douleur, la joie, le plaisir, la peur, etc. Il perçoit de façon subjective et consciente son environnement et ses expériences en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire par exemple ses intérêts à vivre, à se nourrir, à se protéger des prédateurs. Un chien, une vache, un éléphant ou même un poisson peuvent ressentir de la joie lors d'une retrouvaille ou être tristes lors d'une séparation, et ressentir de la peur face à un danger. C'est à peu près ça la sentience. Si vous voulez approfondir la question, je vous encourage vivement à écouter le podcast Comme un poisson dans l'eau, et notamment l'épisode L'importance de la sentience du 25 avril 2023. Je vous donne le lien en description. Le deuxième but du refuge, c'est de sensibiliser les gens et leur faire ressentir ou voir, je ne sais pas trop comment l'expliquer, ce que moi-même j'ai pu ressentir toute seule, c'est-à-dire faire le lien, leur donner les moyens de connecter vraiment un animal et de voir autre chose que la finalité qu'il peut apporter à la personne, mais le voir comme un sujet en fait, pas comme un objet. Donc ça, c'est vraiment le deuxième but du refuge. Alors, c'est un peu ambivalent parce qu'en fait, on se sert un peu des animaux pour ça, mais ils sont représentants, en fait. Ils représentent les millions d'animaux qui partent dans les abattoirs tous les jours. Et donc, au refuge, chaque animal, évidemment, a un nom. Et, quand on connaît son histoire, elle est relayée sur des panneaux d'information dans le refuge. Ils ont une fiche d'identité et puis on peut apprendre des nouvelles de l'animal en question sur notre site internet. Enfin, ils ont une vie et on la montre et on montre les liens qu'ils tissent avec les autres, leurs problèmes éventuels de santé. Il y en a beaucoup parce que c'est des animaux qui sont sélectionnés pour grandir vite, faire du muscle. Donc ça génère... ils ne sont pas sélectionnés pour avoir une meilleure vie possible. Ils sont sélectionnés pour faire le meilleur steak possible, ce qui est vraiment différent. Évidemment. Et voilà. Et donc en fait, il faut pouvoir soigner ces animaux. Et voilà. Et en fait, le tout fait que faut dire non à toutes les demandes qu'on peut recevoir si on veut pouvoir mener à bien les 2 missions qu'on a décidé de porter aux yeux du grand public, quoi. Donc sauver les animaux et sensibiliser les gens. Et oui, c'est ça. Et si on en avait trop, on serait débordé. C'est ça. Ouais. Voilà. Et par exemple, le fait que quand on arrive au refuge, c'est propre, rangé, voire joli. C'est pas juste parce que je suis monomaniaque, quoi. C'est parce qu'en fait, ça interroge les gens à l'arrivée. C'est-à-dire que voir des cochons dans des espaces, alors j'irais pas dire jusque fleuris, parce qu'il ne faudrait vraiment pas exagérer, mais avec des lys en bois, de l'herbe, des zones d'ombre, sur un endroit vallonné où on peut faire des chouettes photos, enfin... voilà, ça interroge vraiment, quoi. Donc, oui, ils sont propres, en fait. Mais évidemment qu'ils sont propres. Voilà. Donc, ouais. Non, mais je dirais, là, on se rend compte que, en fait... Évidemment, oui. Ouais. Donc, c'est marrant parce qu'une des premières questions qu'on a, c'est « Mais vous n'avez pas trop de mouches ?» Ça, c'est un
vraiment une idée reçue de dingue sur les cochons. Eh bien non, les cochons n'ont pas de mouches, n'attirent pas les mouches. Les vaches attirent les mouches, les chevaux attirent les mouches, mais les cochons, il y a 0 mouche, quoi. Et les cochons sont propres, ils font jamais leurs excréments dans les box, ils vont toujours dehors. S'ils vont dans la boue, c'est pour réguler leur température et se protéger du soleil, pas parce qu'ils aiment aller dans la boue spécialement. Alors s'ils aiment bien, comme nous quand on va faire un petit spa et qu'on va aller dans un truc d'algues, voilà. Mais voilà. Et en fait, pour toutes les espèces, là je parle des cochons parce que c'est ceux que je connais le mieux en fait, mais pour toutes les espèces, on voit qu'ils ont une vie riche, bien plus riche que ce qu'on pourrait penser. Voir une poule prendre un bain de poussière, c'est génial, quoi. Et donc les gens peuvent venir au refuge ? Comment ça se passe ? Alors en fait, on est ouvert certains jours de l'année pour que les gens puissent venir au refuge, rencontrer physiquement les animaux. Ils sont accompagnés des soigneurs et des soigneuses du refuge. Et puis, on fait aussi beaucoup de visites virtuelles dans les écoles, en particulier avec L214 Éducation. C'est un petit programme qui met les enseignants ou les écoles ou les centres de loisirs, enfin les bibliothèques, toutes les institutions qui touchent aux enfants, en lien avec le refuge. Donc, il y a plusieurs refuges dans ce programme. Donc, il y a le nôtre et puis plein d'autres refuges en France. Et donc, on peut projeter sur le tableau de l'école une visite en direct qu'on prépare avec la personne qui mène la visite dans la classe ou dans la bibliothèque. Et donc, on la prépare en amont, savoir ce que les enfants attendent de la visite. Et puis, on essaye de répondre aux besoins des enfants. Et l'idée, c'est que c'est la même chose, quoi. C'est de leur montrer... sans rentrer dans un truc, manger de la viande, c'est pas bien. On ne rentre pas là-dedans du tout, quoi. On compare juste de façon très factuelle comment ils vivent au refuge. On explique leur vie, on explique leurs intérêts dans la vie, comment on les voit évoluer dans le refuge, et puis les conditions en élevage indus, ou en élevage tout court d'ailleurs. Et puis même les enfants, même jeunes, sont assez intelligents pour eux-mêmes en déduire ce qu'il y a à en déduire. Donc tout le monde n'a pas d'épiphanie en sortant d'une visite, hein, mais c'est une pierre à l'édifice. Et puis après, les gens vont se renseigner avec des associations plus institutionnelles, avec d'autres types de renseignements et d'informations. Et puis ça nourrit une réflexion qui amène en général à un changement de comportement de la personne. Il y a aussi une autre façon de garder un lien avec les animaux du refuge, c'est le parrainage, je crois. Oui, alors ça, c'est notre arme fatale. Alors en fait, le parrainage, c'est cool parce que les gens peuvent donner une somme pour leur filleul. Et donc, en fait, ils participent activement aux soins. Via l'argent donné, on peut payer des soins, enfin, on peut financer... C'est comme ça que l'association fonctionne. Exactement. Donc ça, c'est la partie financière. Et je dirais que alors, pour nous, c'est bien, mais ce n'est pas la plus intéressante du truc, en fait. Le vrai avantage du parrainage, c'est d'amener... dans la bouche des gens et dans leur vie de tous les jours, le fait de pouvoir parler d'un animal d'une autre façon que comme un steak dans l'assiette auprès de sa famille, de ses proches, etc. Parce qu'évidemment, et de façon positive. Donc, en général, quand les gens commencent à se poser des questions sur la consommation de viande, c'est pas bien perçu dans les entourages proches. Au lieu d'avoir des réflexions du type tu suces des cailloux, le cri de la carotte, enfin bon bref, plein de choses très agréables à entendre qu'on a tous entendu 1000 fois. Et là, en fait, Véronique, elle va parler de sa filleule Nala, quoi. Et que quand elle a été voir Nala, Nala, elle s'est couchée sur le dos quand elle lui a gratté le bidon. Et qu'en fait, Nala, c'est pas un lapin, c'est une cochonne de 300 kilos, enfin une truie de 300 kilos. Et voilà. Et donc, en fait, ça amène, et donc ça suscite de l'intérêt des gens, mais de façon positive, parce que du coup, ils creusent là-dedans. Et ça, c'est vraiment important. Enfin, c'est un des leviers qu'on trouve les plus efficaces parce qu'il est juste positif. Et on peut vraiment s'accrocher là-dessus pour porter la parole des animaux auprès des gens où les animaux sont même pas c'est pas des questions, c'est pas leur préoccupation, etc. Oui, bien sûr. Ça sensibilise de notre façon, quoi. C'est ça. Puis j'ai commencé à bouquiner aussi. Donc je suis tombée sur des bouquins qui expliquaient parfaitement bien ce que moi j'avais dans la tête, mais sur lequel j'arrivais pas à mettre de mots. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence pour moi entre un cochon, un chien, un cheval ou
ou une vache, eh ben, ça a un nom. Ouais, il y a des gens intelligents qui ont réfléchi à la question, qui ont écrit des bouquins dessus. Ouais. Donc, ça sert à ça. Non, c'était assez... Enfin, j'étais dingue, j'étais pas toute seule. Voilà, ça s'expliquait, parce que j'avais beaucoup de mal à... Enfin, j'avais cette espèce de sentiment. Mes copains et ma famille qui me connaissaient depuis longtemps pensaient que j'avais pété une durite. Enfin, vraiment, ils se demandaient pourquoi. Et puis, en le bouquinant, j'ai pu au moins argumenter un peu, étayer en fait juste mes sensations, quoi, avec des faits, avec des recherches, voilà. Et le premier livre que j'ai lu... Qui a pu vraiment m'influencer, c'est La libération animale de Peter Singer. Et en fait, j'ai découvert dans ce livre que le sentiment que j'avais, que les animaux en fait avaient la même valeur intrinsèque les uns les autres, même s'ils étaient différents, et même que nous, en fait, qu'il y avait pas, j'avais ce sentiment qu'on était tous les mêmes en valeur. Voilà, j'avais ça dans la tête, et alors à expliquer ça à des proches, c'est compliqué. En fait, j'ai découvert dans ce fameux livre que ça avait un nom et que ça s'appelait l'antispécisme. Donc j'ai découvert les notions de spécisme et d'antispécisme, et que c'est des discriminations qui sont faites basées sur l'espèce et qui sont totalement artificielles, en fait, parce que ces espèces de différences, elles sont dans nos têtes, elles ne sont pas factuelles. Que tout animal qui ressent quelque chose, une émotion, qui est sentient, a le même droit de vivre que nous, qui sommes aussi des animaux sentients. Et voilà, alors là, je résume mal la pensée de Peter Singer, qui est bien plus élaborée que ça, mais j'ai eu 4 ans philo au bac, donc il faut me pardonner. Mais ce qui était drôle, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des gens intelligents qui écrivaient sur le sujet et qui avaient pensé ce truc que j'avais découvert par hasard et juste de façon empirique, quoi. Enfin, juste en m'occupant d'animaux. Oui, effectivement, comment faire une différence entre Rosalie à l'époque et le chien, le chat, qui étaient en même temps dans la même maison et qui n'avaient pas le même comportement, parce que c'est une autre espèce, mais qui avaient qui avaient des intérêts. C'est ça, puis des similarités, je veux dire, ils pouvaient avoir peur, pouvaient être contents, ils ont envie de jouer, ils ont envie de dormir, ils jouent entre eux, ils sont affectueux ou pas, comme un chien ou un chat qui a envie d'être affectueux ou pas. Et donc, vraiment, j'avais certainement ce début, vu que j'avais des chats, des chiens, et que je connaissais les chevaux, et du coup, je mangeais ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. J'ai juste tiré le fil de ce truc, en fait. C'est Rosalie le cochon qui m'a permis de tirer le fil pour défaire cette pelote, quoi. C'est là que s'arrête la première partie de ma discussion avec Caroline Dubois. Si vous voulez creuser les thématiques que mon invité a abordées, vous trouverez les références dans la description de cet épisode. Pour entendre la suite, écoutez vite la deuxième partie. Mais avant, chères auditrices, si ce podcast vous plaît et si vous voulez m'encourager à continuer, car tout cela me demande beaucoup, beaucoup de travail, parlez de Poule Sentimentale autour de vous, partagez-le sans limite sur les réseaux et mettez plein de petites étoiles dans votre lecteur préféré. À très vite!